Quand je suis arrivée, on avait Berthaud, enfin Vignalou et Berthaud, qui étaient les grands pontifes. Et non seulement les grands pontifes, mais ils étaient à peu près les seuls vrais pontifes, qui me paraissent avoir eu cette dimension de la médecine scientifique et humaniste. Alors est-ce que c'est une question de génération? J'en sais rien. J'en sais rien. Parce que c'est vrai que les médecins, y compris les gens de CHU, se plaignent d'un défaut de formation humaniste au sens traditionnel, au sens des humanités, de la part de leurs jeunes confrères à qui on impose une formation de sciences dures, peut-être nécessaire, mais devenue tellement exclusive. Je sais pas moi, est-ce qu'un Robert Debré ou un Raymond Dore pourrait exister aujourd'hui? J'en sais rien. Bon, on a eu Jean Bernard. Jean Bernard qui me paraît avoir complètement occulté ou pas perçu la dimension chronicité du XXIe siècle. Puisqu'il avait écrit quelque part que l'hôpital du XXIe siècle était effectivement un hôpital où on ne faisait que passer. Donc est-ce que c'est parce qu'il considérait que tout le reste relevait d'autre chose, qui est possible, mais il ne l'a pas explicité? Autrement dit, on avait en le lisant, je ne sais plus dans quoi c'était, on avait un peu l'impression qu'il considérait que ce passage à l'hôpital aboutissait à une guérison. Alors que ce dont on s'aperçoit de plus en plus, c'est que pour de très nombreuses pathologies, ce passage à l'hôpital aboutit à une consolidation. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais il me semble que alors les trois que j'évoque, qui étaient quand même un pédiatre et deux gériatres, je pense au pédiatre, non pas seulement parce que c'était M. Debré, mais aussi parce que nous avons eu hors CHU un médecin qui est maintenant décédé, qui était une femme remarquable, qui s'appelait Raymond Grambach, et qui avait été, dans ses premières années médicales, élève de Robert Debré. Et je pense que sa combativité et sa façon d'appréhender les problèmes devaient beaucoup à la formation reçue auprès de Robert Debré. Or, cette dame qui était un médecin médecinant était aussi un médecin leveur, c'est-à-dire que parmi ses prescriptions et la manière dont elle organisait son service, les gens ils devaient être levés, lavés, habillés, maquillés, coiffés, rasés, amenés au salon, papoter, collationner et dotés d'une vie sociale. Autrement dit, elle avait parfaitement compris et agi qu'on ne soignait pas des vieillards abîmés en se contentant de soigner leur corps. Si nous passions à un vocabulaire dans lequel on appellerait les soignants des soigneurs, ce qu'ils sont, et les soignés des soignants, ça rejoint d'ailleurs ce que disait Bertrand Schwartz depuis plus de 40 ans en matière d'éducation. C'est-à-dire qu'il refusait de parler d'élèves ou d'étudiants. Il voulait bien parler d'étudiants, parce que les étudiants sont en train d'étudier. Et il avait trouvé ce mot qui est très laid, qui n'a pas pris d'ailleurs parce qu'il est très moche, qui est le séducant, S' éducant. Alors le mot n'est pas passé parce qu'il est trop laid, mais le sens est très précis. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de donner une éducation, il s'agissait notamment d'éducation d'adultes, de donner une éducation, de donner une formation à cette personne, on est en train de lui donner les moyens d'acquérir cette formation. Et du côté du soin, on peut dire que le soignant actuel, le soigneur, l'aidant aussi d'ailleurs, est en train de donner aux malades
les moyens de se soigner, de participer à son soin. Alors, il est évident que ça s'arrête en réa et ça s'arrête sur la table d'opération. Mais partout ailleurs, le malade participe à son propre soin, y compris le malade d'Alzheimer. Et la question, c'est peut-être de savoir jusqu'où, et on est de nouveau, comme toujours dans une histoire de limite, jusqu'où on peut associer le malade lui-même aux soins qu'il reçoit. Jusqu'où on peut associer le malade lui-même aux aides qu'il reçoit. Jusqu'où on peut associer le malade lui-même à la construction de son projet de vie, de sa vie quotidienne. Et ça permettrait, ou je ne sais pas si c'est du conditionnel ou du futur, ou peut-être même du présent, de mieux permettre au groupe dont fait partie le malade, c'est-à-dire le groupe familial ou le groupe institutionnel, d'avoir des relations entre personnes de dignité égale, parce que même si le soignant s'efforce, lui debout, de considérer la personne soignée comme étant de dignité égale, même si elle est couchée, sachant que malade d'Alzheimer n'est pas beaucoup couché sauf les derniers temps, ça facilitera cette relation plus égalitaire entre personnes, même si l'un sait des choses que l'autre ne sait pas. Mais l'autre sait peut-être des choses que l'un ne sait pas. Donc ça permettra peut-être aussi un meilleur échange. Alors c'est long, c'est difficile, ça se cassera la gueule, ça demande un effort continu. C'est peut-être aussi la façon d'apprendre, grâce à Alzheimer, à considérer le grand vieillard fragilisé, mais qui a conservé ses facultés mentales, ses facultés intellectuelles, plus aussi comme une personne. Parce que l'invasion d'Alzheimer confirme une attitude de la société, donc des soignants, parce qu'ils appartiennent à la société tout simplement, à l'égard des vieux, c'est de considérer que les vieux, c'est comme les poissons, que ça s'abîme par la tête. Et de refuser, souvent involontairement, souvent confusément, au grand vieillard, sa compétence d'interlocuteur. Or, un de mes dadas depuis quelque temps, c'est de dire que la deuxième moitié du XXe siècle et le début de celui-ci ont été l'époque de la reconnaissance de l'enfant comme une personne, la libération des femmes, qui n'est pas achevée mais qui est en cours, et la libération des vieux. Et ça, on n'y a jamais pensé. Mais nous sommes dans une phase de libération. Nous étions, alors est-ce que ça va se détériorer ou pas, j'espère que non, dans une phase de libération des vieux. Et c'est les retraites qui ont libéré les vieux. Parce qu'il y avait les vieux à économie, ou à richesse plus ou moins importante, qui étaient libres. Mais la retraite a libéré les vieux pauvres, qui se sont mis à être indépendants de leurs enfants. Ça a libéré les vieux pauvres. Et on constate que ces vieilles femmes qui vivent seules, et qui nous inquiètent parce qu'elles vivent seules, et qui parfois s'inquiètent elles-mêmes d'ailleurs, mais en même temps, la plupart de ces vieilles femmes, elles n'ont pas du tout envie d'être prises en charge par leurs enfants quand elles en ont. Elles ont envie de rester libres et indépendantes. Donc je pense que si nous respectons la liberté des vieux, c'est-à-dire si nous les considérons comme des citoyens ordinaires, point. Citoyens ordinaires qui ont peut-être des besoins particuliers en matière de santé ou d'organisation d'un certain nombre de choses. C'est vrai qu'on marche moins vite à 80 ans qu'à 60 et à 60 qu'à 50, ce qui peut poser des problèmes de feu rouge, pour prendre un exemple tout bécasson. Mais cette libération des vieux doit pouvoir aboutir à une certaine forme de libération des malades d'Alzheimer,
En fait, on aboutit à une question que j'ai déjà vue traiter, mais que je pense l'espace éthique traite, mais je ne sais pas par quel bout il faut le prendre, parce que c'est très 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 compliqué, qu'est la notion de dignité.